Mais merci beaucoup de votre invitation. Je suis toujours contente de venir à Isieux, mais aussi très honorée et contente de participer à des colloques dans une discipline qui n'est pas la mienne. J'ai passé une semaine en fac de droit il y a très très longtemps et je pense que j'ai pas dû avoir les bons profs, sinon j'aurais continué sans doute, parce que ces questions m'intéressent beaucoup. Alors ma biographie experte, c'est un peu pompeux et prétentieux, mais une des raisons pour lesquelles je trouve ce raccourci utile, c'est parce que moi-même, je viens d'une discipline qu'on dirait aujourd'hui post-disciplinaire ou interdisciplinaire, qui s'appelle aux États-Unis, où j'ai fait ma thèse de doctorat, les Performance Studies. Donc, c'est des études de la performance. C'est l'idée que la performance n'est pas seulement un objet d'étude, comme quand on analyse ce qui se passe sur une scène de théâtre, par exemple, ou une scène de danse, mais que la performance est aussi un prisme pour analyser différents événements, différentes manifestations. Par exemple, ce qu'on est en train de faire, un colloque. Par exemple, ce qu'on va faire tout à l'heure, manger. Par exemple, une manifestation sportive, une manifestation politique, des rituels religieux. Et cette approche très intéressante qui emprunte à la fois à l'anthropologie, aux études théâtrales, à la sociologie, à l'histoire, à la science politique, etc., m'a permis d'avoir une approche, je dirais, assez nouvelle des lieux de mémoire. Et donc, je me suis intéressée aux lieux de mémoire comme lieu de performance et comme objet de performance eux-mêmes. J'ai travaillé sur le mémorial de la Shoah de Berlin et sur le mémorial pour les victimes de la dictature argentine à Buenos Aires. Donc, à partir de là, j'ai développé un modèle d'analyse des lieux de mémoire, en particulier les lieux de mémoire en construction ou en cours de réalisation. J'ai beaucoup travaillé sur le Cambodge et les mémoriaux du génocide Khmer Rouge. Et je suis ensuite, c'est un peu par cette porte que je suis entrée au conseil scientifique de la Maison d'Isieux. J'ai été jusqu'à récemment au conseil scientifique du mémorial du camp de Rivesaltes. Je suis aussi au conseil scientifique de la maternité d'Elne, dans le sud-ouest de la France. Et je vous en parlerai en fin de discussion. Je suis expert associé dans la mission préfiguration du musée mémorial du terrorisme qui devrait être inauguré en 2027 dans la banlieue parisienne. Voilà, donc c'est à ce titre que je peux me permettre de dire que je suis expert international parce que je suis sollicité soit par des lieux de mémoire en devenir, soit par des médias ou des projets. Les deux dernières fois qu'on m'a interviewé sur des projets de mémoriaux, ils ont capoté. Je ne sais pas si c'est mon influence ou quoi. Je pense que c'était des mauvais projets. Mais voilà. Donc c'est un long préambule pour vous dire que je viens d'une autre discipline qui elle-même n'est pas forcément très définie dans les canaux universitaires qu'on connaît en Europe, mais ça me donne une certaine liberté que j'apprécie et j'aime beaucoup l'échange avec des personnes qui viennent d'autres disciplines et je me réjouis de notre discussion aujourd'hui. Alors, je vais vous parler du procès comme objet muséographique. Hein. Comment est-ce qu'on aborde la question de procès dans un musée, et je vais vous donner en fait 4 exemples du monde entier pour vous proposer des solutions qui ont été utilisées dans différents endroits, puisqu'on a l'habitude pour les musées mémoriaux de s'intéresser évidemment aux victimes. C'est tout à fait normal, c'est leur place centrale. Mais les victimes sont des victimes parce qu'elles ont subi des violences, des discriminations, des persécutions. Et comment est-ce qu'on peut parler des victimes sans parler des criminels? Et c'est une des difficultés pour un musée, une des questions qui se posent. Je vais vous montrer un exemple bientôt. Comment est-ce qu'on représente les criminels? Jusqu'à quel point est-ce qu'on leur donne une place? Quelle place? Une place visuelle, une place strictement de mention, jusqu'à quel point est-ce qu'on donne du contexte, jusqu'à quel point est-ce qu'il y a un risque d'une certaine hagiographie, ou d'une certaine qu'il y ait une fascination plus pour le criminel que pour la victime. Enfin, c'est des questions qu'on entend régulièrement aussi dans les médias après les attentats, par exemple. Et donc, aujourd'hui, finalement, peut-être que la question du procès, quand il y a un procès et une condamnation, c'est peut-être un chemin qui est intéressant pour des musées
pour aborder cette question de comment représenter les criminels, en passant voilà, par la porte des procès, par la porte de la justice. Évidemment, quand elle peut se faire. Alors, je voulais vous donner un exemple délicat, mais je n'ai pas réussi à trouver d'image. Pourtant, je sais que je l'ai photographié, mais j'ai une trop grande photothèque mal classée et je n'ai pas pu le trouver. Mais au musée du 11 septembre à New York, toute la question, justement, comment est-ce qu'on représente les pirates de l'air qui ont détourné des avions et les ont fait s'écraser sur différents bâtiments. Et la solution qui a été trouvée, ça a été de mettre leur portrait type, comme on dit en anglais, mugshot. Hein, il y a un terme en français que je ne connais pas, mais la photo d'identité, clac-clac, pas de profil, mais enfin presque, de les mettre côte à côte, d'uniquement indiquer leur nom, mais de ne pas les mettre à hauteur de visiteur qui est debout. Et donc, là, c'était une stratégie. C'est-à-dire que quand on est devant et qu'on visite le musée, on est obligé de se pencher comme ça. Et on les regarde de haut. Donc, il y a un élément, nous, visiteurs vivants aujourd'hui, on est au-dessus, et vous, pauvres sales criminels, on vous regarde de haut. Leurs portraits sont régulièrement... reçoivent des graffitis, il y a des dommages, etc. etc. Donc, c'est pas une réflexion que je veux pousser là, mais il y a une difficulté à représenter ces criminels. Il n'y a pas eu évidemment de procès dans le cas des attentats du 11 septembre. Mais voilà un exemple qui me semblait intéressant de mentionner, même si je ne peux pas vous montrer d'image. La prochaine fois que je vais à New York, je vais aller retourner faire une photo pour les prochaines conférences. Alors, quatre exemples donc, très différents de l'intégration des procès de criminels dans le parcours muséographique qui servent la spécificité du musée dont il est question. Je commence par vous emmener en Israël. C'est petit, mais enfin, c'est pas grave. L'idée, c'est que vous ayez le nom des lieux et leur date de fondation. Donc, Massoua, c'est un petit musée et centre de formation qui se trouve au nord d'Israël, pas très loin de Netanya, sur la côte. Donc, on est entre Tel Aviv et Haïfa. C'est un petit centre qui a été fondé en 1965, juste à côté d'un kibbutz. Le kibbutz lui-même fondé par des gens qui avaient survécu à la Shoah en Europe. Et c'est un musée qui est d'abord qui est d'abord une institution de formation, qui est d'abord destiné à l'éducation et très très actif dans le domaine de la Shoah, mais aussi intéressé à la question de la place de la Shoah dans la société israélienne contemporaine. Et quels sont les genres de visiteurs qui viennent? Il y a assez peu de particuliers, mais il y a des classes entières de lycéens, il y a les soldats, la plupart des citoyens israéliens passent par l'armée, et donc ça fait partie de leur formation. Il y a aussi les formations de policiers, et il y a aussi beaucoup de formations de travailleurs sociaux et de formations d'employés d'ONG, en général dans le domaine des droits de l'homme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils réfléchissent à la place et à la signification de la Shoah donc dans la société israélienne, avec différentes expositions thématiques. C'est pas un musée d'histoire, c'est vraiment un musée avec cette dimension pratique, contemporaine, applicable aujourd'hui. Et depuis 2002, une des 6 expositions donc, qui sont assez interactives et, encore une fois, qui ne se veulent pas historiques au sens traditionnel du terme, est consacrée à Adolf Eichmann. Et sa fonction dans l'appareil nazi, et sa responsabilité dans la Shoah évidemment, mais c'est tout le parcours d'Eichmann, y compris sa fuite en Argentine, y compris l'opération des services secrets israéliens pour, de manière tout à fait illégale, aller le chercher en Argentine, le kidnapper, le ramener en Israël, son procès et son exécution en 1962, un an après son procès. Je rappelle que c'est le seul cas d'exécution de peine capitale en Israël dans l'histoire de ce pays. La constitution israélienne n'inclut pas la peine capitale, sauf dans les cas de criminels nazis. Et donc ça a été le seul cas dans l'histoire de ce pays. Alors le titre de l'exposition, c'est 6 millions de plaignants, 2 points, l'État d'Israël contre Adolf Eichmann. Et là on est déjà dans l'interprétation et dans le regard de la société israélienne d'aujourd'hui, ou en tout cas à l'époque où ça a été mis en place. Mais ce qui est très intéressant, c'est que voilà, c'est une manière d'aborder la Shoah à travers ce prisme
d'Adolf Eichmann, et vous imaginez bien que les questions qui sont posées, il y a beaucoup d'interactions et beaucoup d'ateliers, des ordinateurs avec lesquels on peut faire toutes sortes de questionnaires et de discussions ensuite, puisqu'il y a 150 extraits de témoignages du procès Eichmann, des photos, des documents historiques, une revue de presse, et le but, c'est vraiment de discuter. Le but, c'est de réfléchir, évidemment, aux questions d'obéissance, de désobéissance, aux questions de victimes criminelles, résistants, collaborateurs, témoins, spectateurs, les questions d'identité en Israël aujourd'hui par rapport à la Shoah, la question du procès, le cadre dans lequel ce procès a eu lieu en 1961, les questions de responsabilité, de choix. Et donc, quand vous comprenez le public auquel on s'adresse, ça a toute sa pertinence aujourd'hui de parler de l'affaire Eichmann. Et alors, ça, c'est un premier exemple d'un musée avec la notion de procès qui est au centre, un procès iconique, disons, au centre de son exposition, avec une visée pédagogique tout à fait claire, assumée et prioritaire à cet endroit. Donc le musée, comme je l'ai dit, 1965, sa fondation, l'exposition Eichmann, 2002. Alors, je vais vous parler brièvement de l'endroit que vous connaissez déjà très bien, c'est pour ça que je vais en parler brièvement, c'est évidemment où nous sommes, le mémorial d'Isieux. La partie... donc, ce qui est intéressant ici, mais ça je ne vais pas m'étendre parce que vous en savez plus que moi à ce stade de votre colloque et de vos recherches et de vos discussions, c'est que l'un des déclencheurs de la partie du musée, du mémorial, ça a été le procès Barbie en 1987. La question des témoignages, je suis sûr que vous en avez parlé beaucoup, et donc je ne vais pas trop m'apesantir dessus, à moins que tu me dises le contraire. Mais je pense que... voilà. Ce qui est intéressant, c'est que on a dans l'exposition que vous avez vue, il y a une dimension de la justice qui est très très présente. Donc ce n'est pas un élément accessoire dans une histoire plus longue, c'est vraiment une volonté de se concentrer sur cette question de justice avec l'élément, le cas spécifique des enfants d'Isieux et pour élargir cela à la question du crime contre l'humanité et d'autres procès liés à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je trouve très intéressant ici de penser à la micro-histoire qui permet d'élargir, et en même temps on reste dans un lieu spécifique, ce qui n'est pas le cas de Massoua. Et vous verrez qu'avec les exemples suivants, finalement la question du lieu historique où il s'est passé quelque chose, pas nécessairement des choses les plus traumatiques, mais où l'histoire s'est déroulée à ce lieu, permet au procès, le procès est forcément dissocié du lieu dont on évoque les événements tragiques. Ça donne je pense que ça donne une certaine épaisseur, une dimension émotionnelle, une dimension autre qui se complète bien. Massoua, on pourrait dire qu'on est dans le contexte israélien et en soi, c'est aussi, il y a une autre dimension, mais on est quand même complètement dissocié des événements dont il est question quand on parle du procès Eichmann, à part son procès évidemment. Voilà, Isieux c'est différent et en cela c'est vraiment intéressant. Alors, vous rattachez vos ceintures, on reprend l'avion, et là, on va en Argentine. Et l'Argentine, on est à Buenos Aires, c'est le musée de la mémoire dans l'ancienne école supérieure de la marine argentine, ESMA, dans son acronyme espagnol. Et donc, c'est un lieu historique, comme Isieux, mais contrairement à Isieux, c'est un lieu de torture, c'est un lieu de détention clandestine, c'est un lieu de mort, c'est un lieu de persécution. Les Argentins l'ont rebaptisé la Auschwitz d'Argentine, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne métaphore, mais enfin, c'est pour vous dire l'importance de ce lieu parmi les plus de 300 centres de détention clandestins et de torture en Argentine dans tout le pays. Y compris au fin fond de la Patagonie, y compris dans la Pampa, y compris en plein centre de Buenos Aires, dans des clubs de sport, pas seulement des commissariats de police, des garages, des sous-sols, des maisons privées, etc.
Et donc, on continue encore aujourd'hui à se rendre compte de l'ampleur de ces centres clandestins, où étaient emmenés les opposants au régime, à la dictature militaire qui étaient kidnappés, au vu et au su de tous, en plein jour, et qui ensuite étaient torturés et exécutés d'une manière ou d'une autre. Mais certains étaient d'abord emprisonnés, en particulier à l'ESMA. Et alors le lieu est un lieu très intéressant parce qu'il est resté propriété de la marine argentine jusqu'en 2002. Et il n'avait absolument pas l'intention de vider les lieux. Et donc d'un côté, la marine ne voulait pas partir, et de l'autre, toute la tension à l'époque où Nestor Kirchner est arrivé au pouvoir, et donc pour la première fois, il y avait un président de gauche qui voulait reparler de ces questions de mémoire et de ces questions de justice en Argentine. Je mentionne ça parce que c'est un élément juridique. Ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte que la marine argentine avait récupéré cet énorme complexe, on dirait un campus aujourd'hui, en plein centre de Buenos Aires, au bord du fleuve, grâce à un accord. Il avait été rétrocédé par la République argentine en 1913 ou 12, je ne me souviens plus exactement de la date, avec la condition, et là c'était écrit en tout petit, comme quoi il faut lire les petits caractères, que ce soit strictement un centre de formation pour la marine, et pour les cadets de la marine, et pas autre chose, et qu'il n'y ait pas d'objectif politique, ni militaire ou autre qui se déroule sur ce lieu. Et donc, évidemment, pendant la période de la dictature argentine de 1976 à 1983, il y a eu beaucoup plus que de la formation de cadets, ou si on peut appeler la formation à la torture, c'était aussi ça ce qui se passait dans ce centre. Et donc, mais ensuite, il y a eu 2 visites d'organisations internationales pour les droits de l'homme qui ont visité. Ils ont réussi à changer entièrement la configuration des lieux. Donc quand il y avait des survivants qui avaient toujours les yeux bandés, qui disaient oui, à droite il y avait un escalier, ils ont déplacé l'escalier à gauche. Quand ils disaient il y avait un ascenseur en fait dans ce bâtiment, là aussi ils ont fait en sorte que la porte de l'ascenseur s'ouvre de l'autre côté. Et donc c'était pour discréditer les témoignages de l'époque en disant non mais pas du tout, vous voyez bien que l'ascenseur s'ouvre de l'autre côté, que l'escalier est à gauche, non il n'y a pas de porte là où vous dites, ça ne communique pas de là à là, etc. Il faut aussi se souvenir que la Coupe du monde de football de 1978 a eu lieu en Argentine et juste à côté, puisque c'est un énorme campus. Imaginez une fac dans un centre-ville avec parfait pour un village olympique ou l'équivalent, pour loger les équipes, pour loger les équipes étrangères qui viennent. Donc on était en pleine dictature avec des gens qui étaient emprisonnés, qui étaient torturés dans le même endroit où il y avait des gens qui se préparaient à jouer au foot à côté. Et donc, sur la base de cette précision juridique, la République argentine a exigé le retour du terrain, et ça a eu lieu en 2002. Et tout de suite, ils ont dit on va en faire un lieu de mémoire. Et voilà comment c'est revenu à la République argentine. Donc c'est un monument national. Décision politique de transformer en le lieu même, le centre de détention clandestin en lieu de mémoire, et il a été inauguré de manière un peu provisoire, mais parce qu'il y avait des urgences politiques, et ils ne voulaient pas qu'une opposition potentielle puisse dire non, on arrête tout, ça suffit comme ça. Donc il y a eu une première inauguration en 2005, et il continue à ajouter des éléments. Et alors, il y a un choix qui a été fait, puisque ils ont hérité d'un bâtiment vide. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'un bâtiment vide? Est-ce qu'on le remplit? C'est aussi une question qui se pose ici. Est-ce qu'on le remplit ou est-ce qu'on doit montrer une certaine absence? On doit montrer l'horreur qui s'est passée là, et on ne va pas la montrer autrement qu'en laissant les pièces vides. Vous me dites quand je peux remettre l'image. Et donc, le choix a été fait. Voilà. Alors, ça, c'est le bâtiment d'entrée, vous voyez à gauche, avec les colonnes. Et puis à droite, en haut, vous avez une des salles de torture, qui s'appelait en fait comment est-ce qu'on appelle ça en français?
aide-moi Stéphane, Weveria, parce qu'en fait, ils avaient capitonné toute la salle avec des boîtes d'œufs pour amortir les sons, les cris. Et c'était devenu le nom de code, on appelle ça une œufferie, il n'y avait pas de poule, c'est pas un poulailler. Enfin bref, c'est là où ils l'ont surnommé dans leur nom de code. Parce que quelqu'un qui était envoyé à la salle des œufs, en gros, ça voulait dire qu'il y avait de la torture qui allait se passer. C'est au sous-sol du bâtiment. Et donc là, vous voyez qu'ils ont mis des panneaux explicatifs sur les modes de torture de l'époque, mais rien d'autre. Et donc c'est un parti pris de laisser les salles vides. En dessous, c'est le grenier, qui était une salle où les prisonniers dormaient. Enfin, c'était une salle, si on peut appeler ça dormir. Il y avait très peu de lumière. Et ils avaient les yeux bandés. Et là aussi, c'est laissé tel quel. Ce qu'ils ont fait, par contre, c'est intéressant pour notre propos aujourd'hui, c'est qu'ils ont intégré des témoignages. À l'heure où je vous parle, il y a encore quelques procès contre les criminels argentins. Le gros a déjà eu lieu, les condamnations ont déjà eu lieu, mais il y a des gens qui sont passés par l'ESMA au début de la dictature et qui ensuite en sont sortis, et ceux-là ont témoigné, et continuent à témoigner. Et donc, on va risquer quelque chose, mais si ça ne marche pas... Pourquoi j'en ai deux? Alors, plutôt que de remplir ces salles vides, il y a quelques cartels explicatifs, mais ils ont ajouté des vidéos de témoins parlant au procès. Et où ils disent très clairement, et donc ils ont mis la vidéo de la personne qui dit « On m'a amené les yeux bandés dans la salle en bas, et là, c'est là que je me suis fait torturer ». Et donc, ils placent ce témoignage vidéo qui a lieu dans le cadre du procès. Donc, on voit la personne à la barre. Voilà, c'est moi qui... Voilà. Là, c'est moi qui filme la pièce du musée. Et l'idée, c'est pas qu'on l'entend nécessairement, mais vous voyez, elle est en train de témoigner, et nous, on entend ça en tant que visiteurs dans la salle où qu'elle décrit être là où on lui a fait ceci, ceci et cela. Et donc, c'est assez intéressant aussi sur la juxtaposition des lieux et comment on utilise le témoignage, mais qui s'est déroulé au tribunal. On nous indique qu'elle a été séquestrée entre le 5 et le 7 août 1979. Et aujourd'hui, c'est intégré donc, dans le musée pour qu'on comprenne mieux à quoi servaient ces salles vides et ce qui s'y est passé. Et ce qui est aussi intéressant, évidemment, pour votre travail, c'est que tous ces procès ont été filmés. Et pour certains, et aujourd'hui, pour ceux qui existent encore, on peut les suivre en streaming. Puisque aussi, je pense que le Covid aidant, si on peut dire, on continue à... Moi, je reçois régulièrement des notifications qu'à telle heure, etc., on peut suivre sur tel site internet. Voilà. Donc, utilisation non seulement du témoignage de survivants qui décrivent les sévices qu'ils ont subis dans les lieux en question que l'on visite en tant que musée, mémorial, mais aussi la liste des condamnés, ou en cours, vous voyez, il y a une liste de noms, et vous voyez à côté la sentence, condamné, condamné, et il y a aussi juicio en curso, jugement en cours. Donc là, c'est aussi intéressant d'un point de vue muséal. On est encore dans l'histoire en marche. Là, on n'a pas clos le sujet que c'est déjà au musée, parce que c'est vraiment tellement proche d'aujourd'hui que voilà, qu'on en parle déjà. Ça, je trouve aussi très intéressant comme approche. Pardon ? Il n'y a pas beaucoup d'acquittés. Non, même. Je crois qu'on en parle. Du coup, est-ce qu'on en parlerait, même s'il y en avait ? Et donc, pour vous donner une idée, en fait, juste après le rétablissement de la démocratie en Argentine en 83, il y a eu plutôt une volonté. Il y a eu d'un côté le rapport qui s'appelait Nunca Más, plus jamais, qui faisait état de l'oppression de la dictature militaire contre les opposants au régime et les excès qui ont eu lieu. C'est à partir de là qu'on a dit, on évalue à environ 30 000 disparus de la dictature. Ce chiffre est resté iconique
un peu à l'image des 6 millions pour la Shoah. Aujourd'hui, on a documenté environ 12 000 noms, mais les recherches continuent, et ça ne veut pas dire que... Donc la vérité, elle se situe, si je peux dire la vérité, enfin le chiffre se situe un peu entre les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a eu 2 lois en Argentine qui voulaient vraiment tourner la page. Hein, et qui ont dit, bon, si à partir de... si c'est pas réglé, on tourne la page. Et d'ailleurs, il y a une loi qui s'appelle Point final. Et donc, là, c'est pas mon propos ici de parler de justice transitionnelle, là vous en savez aussi beaucoup plus que moi, mais il y avait quand même cette volonté de dire, allez, il y a ce rapport d'historiens, d'universitaires et d'intellectuels nunc amas, maintenant, pour le reste, on revient aux affaires, on tourne la page et on avance. Et ça a quand même assez mal passé auprès de beaucoup de familles de survivants, de familles de victimes et d'organisations de droits de l'homme. Et donc, quand le vent a tourné politiquement, ils en ont profité pour mettre la compresse, changer des lois, voter de nouvelles lois, y compris pour créer des lieux de mémoire dans plusieurs villes argentines. Et pour vous donner une idée, en 2007, il y a eu ce qu'ils ont appelé le méga-procès. En tout, il y a eu environ 1 millier de procès. Et le méga-procès, c'était en fait 1000 procès contre 556 personnes. Donc, il y avait toutes torturées, exécutées, participé d'une manière assez active aux discriminations, aux persécutions et à la mort de prisonniers politiques. Et donc, ce qui est intéressant avec le musée, c'est c'est une occasion double, à la fois d'entendre le discours, le témoignage des victimes et des survivants, mais aussi de voir, d'identifier les criminels. Parce qu'il y a leurs photos, il y a des images d'eux faisant des déclarations, il y a les sentences, donc il y a toute une documentation. Là aussi, on remplit l'espace avec ces éléments qui sont très très intéressants. Après, on arrive au dernier exemple. Le dernier exemple, donc là j'ai fait la transition avec Juicio en Curso, avec un musée en devenir. Et c'est mon dernier exemple, c'est le futur musée mémorial du terrorisme qui va couvrir les années 1974 à nos jours. Donc là, il y a une autre difficulté, c'est comment est-ce qu'on crée un musée, on prévoit un parcours muséographique et un mémorial en gardant cette ouverture, parce qu'on sait malheureusement qu'il va y avoir d'autres attentats et qu'il y aura d'autres histoires à raconter, d'autres victimes à honorer. Donc il est présidé par l'historien Henri Rousseau, mais avec une directrice générale, Elisabeth Pelzé, qui est magistrate. Et donc là, c'est intéressant de voir cette interdisciplinarité, de voir comment les différents ministères se sont unis autour de ce projet. Et donc, comme je l'ai dit, il est prévu pour une inauguration en 2027 dans un lieu qui est un lieu classé monument historique, mais pas en lien avec la guerre ou cette guerre-là ou le terrorisme, à Suresnes, dans la banlieue parisienne. C'est une ancienne école en plein air. Je vous engage à aller voir le site internet pour en savoir plus. C'est un lieu absolument magnifique, comme ici, autre, mais magnifique. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant dans le cas de ce futur musée mémorial, qui sera à la fois musée et mémorial, c'est que l'exposition va intégrer de nombreux aspects qu'on dirait, que je qualifierais de juridiques pour faire simple. Et je vais parler de 3. Donc, il va être question de beaucoup parler du statut de la victime, et des questions qui sont liées au statut de la victime avec des questions de réparation. En France, il y a une médaille qui est donnée. Et puis, il y a la question des procès. Et là aussi, les procès sont en cours. Alors, j'aimerais vous montrer ce que le musée mémorial indique sur son site internet quand il parle de ses collections. Les collections en propre du musée mémorial du terrorisme sont issues d'une collecte d'objets auprès des associations de victimes, d'institutions et de privés. Et en fait, il y a 3 grandes catégories qui nous intéressent aujourd'hui. Les scellés de justice de procédure close. Vous avez un exemple à droite, avec le scellé apposé contre la porte de la discothèque, la 5e avenue, détruite par un attentat en 2004 à Ajaccio.
le deuxième élément, ce sont les dessins de presse liés au procès. Il y a quelques mois, Noël Ehrenschmidt a fait don de tous ses dessins de presse quand elle a couvert les procès des attentats de novembre 2015. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle, Dominique, parce qu'elle a couvert Barbie, elle a couvert... je l'ai rencontrée, cette dame, elle est très vive, elle a 85 ans, et peut-être qu'on pourrait l'encourager à faire d'autres dons. Et donc... les procès, comme vous le savez, même si je crois que dans certains cas, ils sont filmés, mais ils ne sont pas nécessairement disponibles tout de suite. Et donc, les dessins de presse, c'est un autre biais intéressant pour entrer dans les salles d'audience avant que d'autres images soient disponibles. Et évidemment, les témoignages. Et donc, en ce moment, il y a un travail de collecte très intéressant qui se passe sur plusieurs fronts. Et notamment avec la police, avec les questions des scellés, et puis avec tout ce qui est autour des procès qui ont encore lieu, comme notamment les dessins de presse, et évidemment les témoignages. Alors, le site internet est très très nourri, et donc je vous engage, il y a en ce moment une exposition virtuelle sur les dessins de presse autour des attentats en France en 2015 sur le site internet. Je vous engage vivement à aller voir. Il y a constamment de nouvelles informations et de nouveaux documents. Et donc, on voit vraiment la résonance aujourd'hui avec un musée en devenir et ces questions que j'ai évoquées avant. Comment est-ce qu'on représente des criminels? Comment est-ce qu'on montre l'horreur? C'est une autre question dont je n'ai pas parlé, mais enfin qui est une évidence. Jusqu'à quel point est-ce qu'on va montrer des choses? Comment est-ce qu'on remplit ou pas des lieux historiques où il s'est passé quelque chose, des choses souvent tristes? Comment est-ce qu'on représente aujourd'hui dans un musée? Comment est-ce qu'on évite d'être abstrait et en même temps on doit être très concret, mais avec les limites que ce concret pose. Voilà, je voulais vous montrer ces exemples très très différents, mais qui finalement posent tous des questions vraiment intéressantes et je crois remettre certaines questions importantes, pas en question, mais nous obligent à nous les reposer. Des questions de représentation, des questions de la voix du témoin, la place du témoin et la place aussi des criminels, et dans le cadre de ce que les procès peuvent apporter à l'approche muséographique.